Et je vais accueillir Olivier Servet, Dirk Van Saint-Jean, Michel Leclerc et Noémie Poise. Bienvenue, venez nous rejoindre. Et aussi, vous pouvez les applaudir. On enchaîne avec eux. Prenez place, bienvenue. Ah, il m'en manque deux là. Ah voilà, bonjour, bienvenue, prenez place. Bonjour, bienvenue. Installez-vous. Voilà. C'est bon ? Alors, jusqu'à 12h, 12h05, on va s'arrêter sur un des faits majeurs de ces assises européennes. En tout cas, il a été fortement exprimé au cours des 2 premiers jours. C'est et le citoyen dans tout cela. Hein, c'est un peu la question générique à la Chancel. On a eu des éléments de réponse. En tout cas, s'il vous plaît. Bon, on va les attendre là parce que j'ai horreur de parler quand la classe se dissipe. Voilà. Merci bien. Je disais donc, et le citoyen dans tout cela ? C'est une question qu'on aurait peut-être pu à se poser là dans les années à venir, tellement on espère qu'elle deviendra un basique qui porte la transition énergétique des territoires. On va essayer de préciser les choses quand même et de préciser les conditions d'une véritable implication le plus en amont possible du citoyen, des citoyens dans ces politiques de transition énergétique. On a le grand plaisir d'accueillir Noémie Poise, chargée de mission à Rhône-Alpes Énergie Environnement, d'accueillir également Olivier Servet, qui est le patron de Sciences Po au sein de l'université de Louvain-la-Neuve, en Belgique. Dire que j'ai un peu de mal avec la prononciation de votre nom. Vous nous le faites là, une fois ? Je suis un vrai flamand, hein. Van Saint-Jan. Ah ouais, quand même. Bon, on va dire Dirk alors. Hein. Bienvenue à vous, président d'Eurescope, un mouvement intéressant. Alors vous nous le présenterez tout à l'heure. C'est une fédération européenne des groupes et coopératives des citoyens pour l'énergie, pour les énergies renouvelables. Et Michel Leclerc, qui est vice-président d'éoliennes, j'ai oublié le titre exact, et vice-président d'énergie partagée aussi. Et c'est également à ce titre-là qu'on vous a proposé de venir participer à cette discussion. Les questions qu'on veut se poser, les opportunités et obstacles de la production et de la propriété de l'énergie à l'échelle d'un territoire, au niveau local. Quelles sont aussi les formes émergentes de production? Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, regarder de quelle manière le citoyen sera toujours au cœur de ces dispositifs. Et les experts que nous accueillons nous diront aussi comment des nouvelles formes d'économie participative peuvent se développer autour de ces perspectives. Alors, cadrage avec vous, Olivier Servet. Dites-nous tout d'abord où en est-on au vu de vos observations première question, de la réelle implication du citoyen dans ces mouvements. Est-ce qu'on va dans le bon sens? Après, dans un deuxième temps, vous nous parlerez, j'ai lu un papier que vous avez commis il y a quelques temps sur un projet d'éolienne en Wallonie, en Belgique, soutenu par les habitants, et dans lequel est arrivé un partenaire privé, donc ça c'est aussi intéressant. Et puis après, on verra comment délimiter l'acceptation sociale, les comportements collectifs qui se développent autour de tout ça.
Qu'est-ce qui se passe ? Alors j'ai envie de dire le bon sens. Pour un anthropologue, c'est toujours délicat parce que je ne pense pas qu'il y ait de bon sens. Je pense qu'il y a plein de directions. D'ailleurs, j'aimais beaucoup les présentations des villes que nous venons de voir parce qu'on a des villes de toute taille, on a des villes de toute tradition. J'ai tendance à dire on a des villes de multiples ancrages politiques. Et chacune réfléchit en fonction de son environnement, en fonction de son histoire, en fonction de ses traditions, en fonction de sa culture locale, à des déploiements. Aucune n'est similaire, il n'y a pas de monoculture de l'énergie, et il n'y a pas de monoculture plus génériquement, c'est de la diversité en fait. Et je crois que c'est fondamental de se poser cette question-là. Est-ce qu'on va vers de la diversité qui tient compte des contextes locaux ? Et moi, ce que je vois là, en tout cas, c'est le cas. Et c'est capital. Et pour moi, c'est une transition fondamentale. Je dis souvent à mes étudiants à Louvain qui me disent « Oui, mais quand même, en Belgique, on devrait plus s'orienter sur le modèle allemand. Regardez, l'année passée, durant les mois d'été, 80% de la production énergétique renouvelable sur le territoire de l'Allemagne, etc. » Et je dis « Mais la France n'est pas moins écologique que l'Allemagne. Simplement, les énergies que nous mobilisons aujourd'hui, elles nécessitent des structures de gouvernance qui sont différentes de celles d'il y a 20, 30, 40 ans. Ces structures de gouvernance en France étaient des structures nationales, dans la centralité républicaine à la française, et aujourd'hui, le nucléaire est un bon exemple. C'est un impact national, c'est des risques nationaux, voire plus loin, c'est des investissements qui sont très importants. On a d'autres énergies qui émergent aujourd'hui et ces énergies-là, elles s'ancrent dans des cadres de gouvernance, dans des manières d'impliquer les citoyens, les experts, les politiques qui sont différents, qui ne sont plus nécessairement à l'échelle nationale, qui ne sont plus nécessairement dans un cadre, je dirais, unique, mais qui peuvent être diverses, qui peuvent être multiples et qui doivent s'adapter en fonction des contingences locales, régionales, départementale, on pourrait dire. Donc on a de la variabilité. Et aujourd'hui, ce que je constate, ce que je vois là, dans ce qui est présenté, c'est justement cette variabilité. Quelles sont les formes de, puisque vous l'avez cité, abordons-le tout de suite, les formes de gouvernance vers lesquelles on va aller ? Je pense que puisqu'elles sont diverses et multiples. La coopérative, on en a beaucoup parlé. Je pense que ce n'est pas le seul modèle. L'associativisme, mais je pense aussi qu'on va probablement créer de nouveaux statuts juridiques. On va faire émerger probablement de nouvelles formes juridiques. Et je dis souvent, la question n'est pas une question de technique juridique, c'est pas le dire quel appareillage technique, association, institution publique de tel ou tel statut. La question, c'est quelle est la culture qui va avec. Quand on a, nous, occidentaux, essayé d'imposer nos démocraties dans d'autres pays, ça ne s'est pas toujours très bien passé. Et je dis souvent, imposer le modèle, par exemple, coopératif ou d'autres, s'il n'y a pas les valeurs, l'éducation qui va avec ces modèles-là, ça ne se passera pas nécessairement bien. Dans le cas de Couvain, que j'ai travaillé un petit peu avec mes étudiants, on a un cas là où il faut être prudent. Alors racontez ce cas. Donc cet article, c'était en mars dernier, je crois que vous l'avez produit. Il est intéressant dans la manière de faire et puis aussi les perspectives. Racontez l'histoire. Voilà, comme anthropologue, j'aime bien les cas, donc je vais vous raconter de cette histoire-là. Il y a d'autres villes qui seraient intéressantes. Au Québec, il y en a quelques-unes. Je vous renvoie pour ceux qui aiment à une autre ville qui s'appelle Murdochville, qui pose plein de questions de gouvernance en lien avec l'éolien notamment. Ici, je vais vous parler de Couvain. Couvain, c'est une petite ville du sud de la Belgique, frontière avec la France, 15 000 habitants, ville plutôt rurale dans son hypercentre, si on peut parler comme cela. On avait une longue tradition métallurgique, mais en milieu rural, donc des toutes petites industries qui étaient en crise. On est relativement loin des grands centres urbains, il y a une certaine précarité qui s'est installée, on est aux marges, zone frontière, un certain nombre de trafics, la ruralité reste importante, donc la ville se pose énormément de questions. Elle se sent petit à petit aussi marginalisée, les questions énergétiques se posent parce qu'on est loin, l'acheminement coûte cher. Toutes ces questions prix-vérité deviennent à la mode et en 2001, il y a une quinzaine d'années, à l'initiative de certains citoyens très motivés, va être déposé un projet FEDER, là, ces projets régionaux, transrégionaux européens. Et l'idée, c'est au fond de revenir à cette tradition métallurgique, donc on est vraiment sur le contexte local, mais à partir de nouvelles énergies. Et l'énergie qui va être choisie, c'est l'éolien.
L'idée, ça va être de lancer un mât éolien, un premier, puis peut-être d'autres, et de participer par ce mât éolien à un développement économique local, peut-être réinvestir dans de l'industrie métallurgique par ce biais-là, et puis développer énergie et terreau économique. Alors, ce projet, il se veut vraiment local. On veut des investisseurs de petite taille, on va limiter au départ le capital à 2 500 € par participant, on va limiter à des couvinois. L'idée, c'est vraiment de ne pas avoir un ancrage qui décolle et de garder une participation citoyenne importante. Puis rapidement, ça va générer une énergie d'enthousiasme ici. D'ailleurs, ce projet éolien va devenir un symbole en Belgique francophone particulièrement. Il va y avoir un débat sur les structures. Quelles sont les structures adéquates? Association, chez nous on dit loi 1921, je crois ici c'est 1901. Coopérative, société, mais quel statut? Bref, on sent là petit à petit que les citoyens qui veulent se lancer dans le projet sont en plein débat. Il y a un enthousiasme aussi très fort qui fait qu'au départ la réponse citoyenne est massive. Et résultat, on va se laisser un peu déborder par cet enthousiasme et on va choisir un mât éolien plus puissant que celui qu'on avait initialement prévu. Alors évidemment, qui dit plus de puissance à l'époque dit plus de budget. Et là, la limitation budgétaire qu'on s'était imposée fait face à des limitations simplement de capacité d'investissement. Et donc on va faire appel à du privé, particulièrement à des banques. Alors des banques qui sont plutôt des banques qu'on pourrait qualifier de durables, un certain nombre d'opérateurs belges et luxembourgeois, mais qui s'orientent vraiment à des investissements à finalité ou sociale ou durable, mais ça reste des partenaires bancaires qui fait qu'on sent que le projet, en tout cas dans son ancrage local, il est un peu déjà en train de changer d'axe et ça crée un certain nombre de tensions. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes ces étapes-là. Au final, c'est une société anonyme qui va gérer le projet. Donc on voit bien déjà qu'il y a un premier glissement et que c'est le statut juridique de ce qui a été décidé qui manifeste, qui caractérise, qui emblématise cette évolution. 2007, on va lancer l'éolienne, il va y avoir une fête locale, les citoyens sont toujours impliqués, mais progressivement, le statut juridique, les enjeux, la volonté aussi d'aller plus loin, de créer un deuxième mât, voire peut-être carrément des champs éoliens à proximité, va faire émerger un certain nombre de tensions, de différends entre les partenaires et les citoyens, entre le partenaire public et le partenaire privé. Résultat, entre 2007 et 2011, la tension monte et puis au final, petit à petit, vu l'ampleur, vu aussi ces citoyens qui disent ça commence à nous dépasser, on n'a plus envie de consacrer autant de temps dans ce projet, l'éolienne va être vendue à une société privée, l'Empiris, qui est un des actionnaires régionaux de l'énergie en Belgique, basé à Liège. Et donc on voit là qu'on a en tout cas une réorientation, une nouvelle réorientation dans ce projet. Ça a été un échec, ça, ou vécu comme un échec ou... Par certains citoyens, tout à fait clairement. Moi, j'ai envoyé mes étudiants qui ont fait des entretiens. On ne voulait pas travailler vraiment avec les partenaires premiers, mais avec les quidam, les citoyens lambda. Et on sent vraiment que chez certains, il y a le sentiment d'une trahison, chez d'autres, c'était inévitable. Enfin, on a en tout cas une multiplicité de points de vue. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette vente-là, en 2011, elle va entraîner un vent de contestation. Il y avait des projets éoliens et de parcs éoliens autour de la ville, et petit à petit, ces partenaires citoyens ils vont se transformer en opposants citoyens. Parce que la confiance a été rompue chez certains, parce que les promesses, en tout cas, de participation, elles ne vont pas être ressenties ou vécues de la même manière. Et en 2013, la société L'Empiris, pour faire face à ces oppositions de riverains qui peuvent être parfois très stérilisantes pour ce type de projet, va créer l'Empiris Coopérative. Alors c'est intéressant. Ils reviennent avec le format coopératif. Parce qu'on remobilise le format coopératif, mais ici c'est le privé qui le mobilise, avec toutes les questions que ça peut poser. Est-ce que c'est un label? Est-ce que c'est du marketing? Est-ce que c'est du fast coopérative ou est-ce qu'il y a un vrai projet derrière? Et on sent véritablement qu'il y a de la méfiance, qu'il y a de l'interrogation et aujourd'hui j'ai tendance à dire qu'on en est là. Ouais.
Mais est-ce qu'il n'aurait pas eu intérêt, enfin l'histoire le dire en même temps, d'aller tout de suite à l'étape 3, d'un format participatif porté avec un industriel, là, j'ai oublié son nom, non? Alors, toutes ces questions-là sont toujours des processus, et on l'a vu, hein, c'est des processus de rentrée. On parlait d'ailleurs de ville en processus. Oui. Donc, c'est des choses qui s'apprennent avec le temps. On ne connaît pas nécessairement tous les partenaires. Il y a des questions de personnes qui se jouent inévitablement toujours d'un cas à l'autre. Mais je crois que le plus important, c'est de ne pas oublier qu'à côté des questions techniques, à côté des questions économiques, il y a vraiment les questions de démocratie. Il y a les questions d'esprit de participation, comme il y a un esprit démocratique qui est pratiquer la démocratie à la française, à la belge, à l'allemande, c'est être éduqué dès son plus jeune âge, de voir les élections, de voir un certain nombre de choses. La question coopérative, c'est exactement la même chose. Il y a des valeurs qui sont liées, solidarité, non-lucrativité, finalité sociale, un certain nombre d'égalités des partenaires, quels que soient leurs moyens. Ces questions-là, elles doivent être clarifiées dès le départ. Et c'est un travail qui n'est pas un travail rapide, qui prend du temps et qui doit se mettre en place à côté des autres dimensions et à côté des autres enjeux. Qui a eu, au début de l'histoire, là, en 2007, qui a eu le lead, qui a entraîné, qui a... C'est un petit noyau de personnes. Ah, c'est un petit noyau de personnes, c'est un collectif de citoyens. Allez, on va se faire notre éolienne. C'est une association, exactement, des gens très motivés et qui vont petit à petit entraîner d'autres avec eux, puis des pouvoirs publics, puis par la force des choses, des investisseurs privés, et puis voilà, on voit l'évolution. Mais il y a une chose qui m'étonne dans ce que vous avez décrit, c'est que lorsque se pose la question de la capitalisation pour investir, on va chercher des banques, donc des banques, et pas des industriels, pas d'abord l'énergéticien. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est aussi une vraie question qui est le lien, en fait, au niveau de la filière. Alors, on est dans une zone où les capitaux manquent, en fait, au niveau local, où les entreprises étaient en difficulté, où la capacité d'intervention des pouvoirs publics est très limitée. C'est une petite municipalité, 15 000 habitants, mais qui est répartie dans 2 microcentres urbains et puis quelques villages. Donc, on est dans quelque chose là qui manque de capacité à ce niveau-là. Dans une municipalité de plus grande ampleur, où il y a une tradition éventuellement industrielle avec des capitaux, je pense que la situation aurait été peut-être différente. Et donc, l'importance du contexte local et de connaître le contexte local m'apparaît capitale. Puis on voit toutes les difficultés de faire durer ces initiatives-là. Vous avez eu pas mal de rebondissements et à mon avis, c'est pas fini. Alors je prends souvent un autre exemple qui nous vient de la nouvelle économie. Quand Wikipédia, que vous connaissez probablement tous, puisque c'est le site le plus fréquenté ou un des plus fréquentés au monde, se lance, les éditeurs professionnels d'encyclopédies rigolent et disent « ça ne tiendra pas, ils n'ont pas les structures pour durer ». Aujourd'hui, les industriels du monde de l'encyclopédie, des publications, s'angoissent parce qu'effectivement, Wikipédia est toujours là 15 ans plus tard. Le fondateur va être docteur honoris causa de mon université d'ici la semaine prochaine. Et on a mis en place une structure organisationnelle radicalement nouvelle, avec des centaines de milliers de contributeurs, avec une logique très horizontale. Il y avait la conviction dans nos modèles très hiérarchisés, structurés, nivelés, que ces modèles-là horizontaux ne peuvent pas durer. Et on a là un exemple, et qui est un exemple tout à fait intéressant, parce qu'en plus, une bonne partie de ces gens ne se connaissent même pas physiquement, peut durer. Et donc je pense qu'il est capital, parallèlement à tout ce qu'on a évoqué, petit à petit de repenser nos modes de participation et d'inclusion. Et ces modes peuvent être des modes durables, mais ça nécessite un certain nombre d'éléments. Ouais, dont l'acceptation par les pouvoirs en place de se voir s'échapper tout à fait. Une part de la gouvernance. Exactement. Et ça, c'est pas simple. Tiens, je vous pose une colle. Dire qui va nous en parler là tout de suite, il anime maintenant une fédération européenne de structures à forme coopérative autour des énergies renouvelables. Est-ce que vous connaissez le nombre de coopératives qu'il a dénombré sur une dizaine de pays européens? Donnez un chiffre. Aucune idée, parce qu'à mon avis, déjà, que définissons par coopérative? 3000 structures. Ah bah voilà. Non, mais il y a de l'actif, quoi. Voilà. Alors, présentez-nous là. Bon, vous au départ, avant d'être Worldwide, vous avez commencé par agir sur le terrain, fondateur d'une coopérative citoyenne
d'énergie renouvelable en Belgique, EcoPower. Ça a démarré quand, ça? On a démarré en 91, on dit, en Wallonie. 91. 91, c'est difficile ça. Et on a travaillé pendant, je pense, 12 années sans avoir des employés. Et on a commencé autour d'une table chez moi à la maison avec une dizaine de personnes. Et il semble qu'il y a 3000 de cette table autour de l'Europe. Il y en a plus, je pense. Et on a commencé avec 2 millions de francs belges. Hein, c'est pas beaucoup. Et on l'a investi dans la rénovation d'un moulin à eau, le moulin où j'habite maintenant. C'est un projet de co-housing, ça s'appelle maintenant, de cohabitation. Et on produit là 500 000 kWh par an pour les coopérateurs, les sociétaires d'EcoPower. Maintenant, on a 50 000 coopérateurs. Hein. On est devenu, il semble, le plus grand coopératif d'énergie renouvelable de l'Europe. Et on est devenu fournisseur d'électricité dès que la libéralisation était là. Et on fournit maintenant 1,5% des ménages flamands. Ça, on a des éoliennes, on a des parcs solaires. On a des... EcoPower. Oui, on a une usine qui fait les granulés de bois, 40 000 tonnes par an. On a une quarantaine de gens employés maintenant. Ouais. Alors, on s'arrête là-dessus, hein, parce que vous êtes en train de nous dire qu'une initiative vraiment citoyenne, un groupe, hein, comme son histoire, là, un groupe peut prendre le pouvoir de sa production énergétique, et ça marche dans la durée, hein, depuis 91. Oui, mais alors, on a eu beaucoup de soucis avec nos confrères wallons. Et quand je peux le dire en une phrase, il y a beaucoup de fumier et beaucoup de coques en Wallonie. Et tous ces coques veulent rester sur leur fumier. Ouais. C'est comme ça entre Wallons et Flamands. En Flandre, on travaille ensemble. Et ça, c'est pour une coopérative, c'est essentiel qu'on travaille ensemble. Il est wallon, hein? Ouais. Et on a essayé, on a aidé. Malheureusement, Couvain, on n'a pas pu éviter parce qu'ils n'ont jamais pris contact avec nous. Parce qu'on a la capacité d'acheter cette éolienne. On a 24 éoliennes. Hein. Mais on a aidé les coopératives wallonnes de bâtir une quinzaine de... On a financé parce que les banques ne voulaient pas. Et c'est EcoPower qui a financé ces éoliennes. Et on a donné le temps à les gens locaux à ramasser les fonds propres nécessaires pour aller à la banque, enfin. Mais on a eu beaucoup de problèmes pour que notre argent revienne et tout ça. Ça fait que maintenant, on a 4 éoliennes en Wallonie. Mais vous avez aujourd'hui des fonds propres qui vous permettent... on a 50 millions d'euros de fonds propres. Et on n'a pas d'empreinte bancaire sur plus d'1 an. Ouais. Oh. Ça veut dire qu'on rassemble tout l'argent qu'on a besoin chez les citoyens. Mais la Flandre est une des régions en Europe qui est très riche. Hein. Ouais. Ils sont juste à côté, là. Oui, mais le train arrête à De Panne. Ouais. Le chemin de fer est encore là, mais le train ne roule plus. Hein. Et là-bas, tu peux prendre un train qui va vers l'aéroport de Bruxelles. Hein. Mm-hmm. C'est un omnibus, hein. Il arrête. Ça m'a pris 3 heures de venir ici. Mais Decabus propose du bus gratuit le week-end et bientôt tous les jours de la semaine. Mais on est plus vite à Londres qu'à Dunkerque. Ouais. Il y va. Hein? Oui, mais ce qui est essentiel, c'est entre les coopératives, il y a la solidarité. Ça veut dire aussi une solidarité financière. Hein. Quand on a le pouvoir d'aider une autre coopérative, on va le faire. Nous, on aime le modèle des fraises. Les fraises, c'est une plante a des, je ne sais pas le mot en français, des stolons, hein, et il aide le petit jusqu'à il est assez fort. Mm-hmm. Ça, c'est notre modèle. Donne-nous du temps et les moyens.
on va couvrir l'Europe. Voilà. Alors aujourd'hui, vous êtes en train de mettre en place ce réseau justement des coopératives en Europe. Alors quels sont les phénomènes à décoincer pour accélérer ce mouvement qui est vertueux oui, il y a des légendes. Dans certains pays, on a on travaille tout avec les directives qui viennent de Bruxelles. Hein. Mais les pays membres, ils prennent ces directives et ils font des choses tout à fait différentes avec ces directives. Ça veut dire ce qu'on fait ici à De Panne, hein, 10 km d'ici, on ne peut pas faire à Dunkerque. Hein. Je vais vous donner un exemple que Michel connaît très bien. En Belgique, comme coopérative qui est agréée, on peut rassembler 5 millions d'euros par an sans avoir un prospectus. Ici en France, jusqu'à il y a quelques années, quand on avait plus que 99 ou 100 membres, il fallait déjà un prospectus. Ça, c'est un obstacle et il va vous expliquer tout le travail qu'ils ont dû faire pour monter leur projet. Et dans certains pays, comme le Danemark, faire des coopératives, on peut le faire en 20 minutes. C'est dans leur esprit. Hein. Aussi, pour eux, au Danemark, leur gouvernement, les autorités, c'est eux. Hein. Ils ont la confiance. En Belgique, on n'a pas de confiance de l'État belge, de l'État flamand. On ne fait pas de confiance dans nos communes. Non. Heureusement, on est obligé d'aller voter, mais autrement, les gens ne venaient pas, je pense. Ouais. Mm-hmm. Mais il y a des différences énormes entre les pays en Europe et aussi les règles, la réglementation qui est différente. Par exemple, la transition énergétique en Allemagne, et avec leur feed-in tariff, hein, je ne sais pas comment on traduit ça, ça a donné à les citoyens, et en Allemagne, ils ont confiance dans leur gouvernement. Quand le gouvernement allemand dit pendant 20 années, vous allez avoir tant de subsides pour votre projet, les Allemands, ils ont la confiance, ils croient ça, et c'est comme ça. En Belgique, on fait toujours des choses rétroactives, et les gens ont plus de confiance. Et ça veut dire que les citoyens, on peut investir dans les énergies renouvelables. En Allemagne, presque 50% de production d'énergie renouvelable est aux mains des citoyens. Tout à l'heure, là on va aller voir vos deux expériences là, tout de suite, et tout à l'heure je reviendrai vers vous. Je sais que vous avez pas mal décrypté notre loi de transition énergétique. Je vous demanderai, vu que vous êtes assez cash là, de nous donner votre analyse. Et est-ce qu'on y a les moyens de développer des formes d'engagement citoyen comme ceux que vous avez mis en œuvre? Vous direz ça tout à l'heure, juste après que Michel Leclerc et Noémie Poise racontent leur expérience. Puisque vous avez le micro, on commence avec vous. Donc, on est en pays de Vilaine, et par ailleurs, c'est une structure d'animation de tout ça. Vous êtes vice-président d'énergie partagée. Alors vous, l'histoire débute en 2003 ? Même un petit peu avant, ouais. 2002. Bon, ça reprend un peu les histoires de Couvain, sauf que finalement, on a réussi à franchir les obstacles et arriver jusqu'aujourd'hui. Au départ, une idée simple, les énergies renouvelables sont décentralisées et donc sont à la portée des habitants du territoire. Et pour nous, la transition énergétique ne peut pas se faire sans les consommateurs principaux que sont les citoyens. Donc pour les impliquer dans la transition énergétique et pour qu'ils réduisent leur consommation, l'idée c'était de se réapproprier l'énergie, une énergie locale. Bon, le vent, il passe au-dessus de nos têtes, quelque part il nous appartient. Et puis les problèmes techniques, finalement, c'est assez simple à résoudre, mais par contre, effectivement, c'est toute une aventure pour arriver à surmonter tous les obstacles, notamment législatifs qui viennent. Donc, une idée simple qui a mobilisé beaucoup de personnes, c'est-à-dire ça aurait pu tomber à l'eau, mais ça a plu à beaucoup de monde. Et donc,
on a créé une association, on a commencé à se structurer, travailler sur des sites en partenariat avec des développeurs. Donc, on, c'est des personnes physiques au départ. Des personnes physiques, donc au départ 2 personnes, puis une vingtaine de personnes très actives. On se retrouvait chez les uns et les autres bénévolement, sans salariés. Travailler avec un développeur privé, on a essuyé 3 échecs, ce qui est courant dans le domaine éolien, mais ces échecs nous ont permis d'une part d'apprendre ce que c'était que le métier de développeur, parce que personne ne connaissait, d'apprendre les contraintes juridiques qui pouvaient exister, d'apprendre aussi qu'est-ce qui se passait, quelles pouvaient être les collaborations avec le secteur privé, d'apprendre que pour être vraiment maître de son projet, finalement, il fallait le financer. Par rapport à l'expérience de Couvain, c'est ça qui vous a permis de franchir les obstacles, comme vous dites? Peut-être à la fois une certaine ténacité, à la fois beaucoup de communication au cours du projet, ce qui fait que sans qu'il existe, puisque la concrétisation c'est 2014, donc 2002-2014, il y a un certain temps, mais sans qu'il existe, le fait de communiquer le rendait crédible auprès des riverains, auprès de tout le monde, et le fait de communiquer permettait de ramener des nouvelles forces, de faire appel à des compétences un peu plus éloignées, et finalement de profiter du dynamisme de la coopération au sein de tous les gens qui étaient motivés par cette expérience. Et ça nous a permis d'une part d'apprendre un peu le métier, de s'entourer de professionnels, et en 2007 de se dire que pour être maître de ce projet, il fallait qu'on finance nous-mêmes les études en prenant le risque financier qu'on avait évalué à 300 000 € pour développer 2 permis de construire. Et on a en 1 mois réussi à mobiliser ces 300 000 € auprès de citoyens en leur expliquant parfaitement les risques et en leur disant si ça vous tente, on y va. Et ils ont tenté. Localement, accompagné au dernier moment par une société d'économie mixte de Loire-Atlantique, la CMNE, qui est arrivée pour un peu moins d'1 tiers des financements. Mais ça nous a permis effectivement d'embaucher un salarié, d'être autonome dans nos recherches, démarches, et finalement, 2008, déposer les premiers permis de construire, 2009, obtenir... Donc c'est un premier projet de 4 éoliennes. 4 éoliennes, oui. Et on a déposé 2 permis de construire de 4 éoliennes, donc 8 éoliennes en tout. Et on a donc obtenu les premiers permis, parce qu'en plus on a gagné le jackpot, puisqu'on a eu les 2 permis. Mais une fois qu'on a le permis, se posait la question, d'une part, de la structuration juridique de la société d'exploitation. Au départ, on parlait sur une coopérative, mais en France, c'est un peu compliqué pour mobiliser au sein d'une coopérative des sommes importante, puisqu'on avait évalué à un peu moins de 3 millions d'euros de fonds propres pour chaque projet qu'il nous fallait. Et donc, on est parti sur une structure plus souple, les SAS, mais avec un fonctionnement coopératif. Alors, qui est au capital, là, Ah oui. Une personne, une voix. D'accord. Et le plus petit coopérateur a 23 € une action. Le plus gros, personne physique, 50 000 €. Ils sont dans le même collège, ils ont la même voix. Et dans ce collège-là, il y a aussi la société qu'on avait créée pour déposer le permis de construire, évaluée à peu près à un peu plus d'1 million d'euros. Il a le même pouvoir, la société a le même pouvoir que notre actionnaire à 23 €. Est-ce que vous êtes désirable aujourd'hui? Est-ce que des industriels frappent à la porte et disent oh là là, on va faire des trucs ensemble? Oui, on est désirable quand il s'agit de déminer des projets. De déminer Déminer des projets, par exemple, il y a moins d'1 mois, et puis là encore récemment, on est contacté soit par des développeurs privés, par exemple sur la côte, un développeur qui a fait tout son travail, mais en souterrain, parce que la plupart du temps, les développeurs ont peur des citoyens locaux. Ils sont de l'extérieur, donc ils travaillent en souterrain. Et puis quand ça se précise, ils déposent leur permis de construire, il y a des comités d'opposition qui sont là. Alors ils sont venus nous voir, nous ont dit, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre un peu le projet citoyen? Donc, en l'analysant un tout petit peu, on dit la première chose, ça manque un peu de concertation, d'information, de connaissance du territoire. Deuxièmement, vous proposez un parc éolien, 5 éoliennes, mais
500 mètres des habitations, des éoliennes de 127 mètres de masse, 120 mètres de diamètre. Ça nous semble un petit peu difficile à accepter pour les riverains si proches. Donc, on veut bien travailler avec vous, mais on va revoir l'ensemble de votre projet. Et puis, ça mettra peut-être un peu de temps, et du coup, ils ont refusé. Ouais. C'est-à-dire que nous, collaborer pour déminer un projet, ça ne peut pas se faire uniquement en mettant, on va mettre un petit peu de participatif, on va mettre quelques de la cosmétique. Voilà, pour nous, que ça soit un projet de territoire, il faut que ça soit maîtrisé par le territoire, que les relations avec les riverains soient maîtrisées, que les riverains aient leur mot à dire, et que le pouvoir soit au territoire. Et ça marche. Dire qu'il y a un commentaire là. Je reviens vers vous après. En Belgique, tous les développeurs de parcs éoliens ont essayé de faire ça eux-mêmes. Même Gaz de France a créé une coopérative en Belgique pour essayer d'éviter les problèmes avec les riverains, mais quand on voit quelle est la participation, c'est presque rien. Qu'est-ce qu'il a à dire l'anthropologue là-dessus? C'est intéressant. Ça ne fait que montrer la généralisation de cette question. La coopérative devient un slogan finalement. Mais le problème, c'est que c'est pas comme ça que ça fonctionne. L'esprit d'une coopérative, comme on le disait, 23 €, des centaines ou des milliers d'euros, voire plus. Chacun égalité face à ces questions qu'on doit trancher ensemble et qui sont des enjeux. Et donc on est là dans des choses très très différentes. Et chaque 6 années, je suis tout nu devant l'Assemblée générale. Hein. J'ai une voix. Et quand ils décident de la conseil d'administration, je dois aller dehors. Hein. Et ils en parlent de moi. Hein. Quels sont, tiens, au fait, quels sont vos profils perso là, tous les deux? D'où vous venez là? Avant de vous lancer là-dedans, vous faisiez quoi, vous? Moi, j'étais sans emploi. J'ai fait des études à l'université de Louvain, flamand. Je suis germaniste, on dit ça Germaniste? Oui, linguiste. Hein. Oui, d'accord. Et vous? Moi, je suis tout à fait dans le métier puisque je suis sculpteur. Donc, construire des machines comme ça, c'est assez proche de mon métier. Excellent. J'aurais encore une question à vous poser, Michel Leclerc, mais on va aller chez Noémie Poise. Donc là, un projet aussi intéressant, vous l'appelez les centrales villageoises. C'est quoi? Aujourd'hui, les centrales villageoises, ce sont des sociétés locales qui ont vocation à développer sur un territoire donné, a priori un territoire rural, les énergies renouvelables en associant les collectivités, les citoyens et puis les entreprises locales. Alors, on est en Rhône-Alpes, hein, région Rhône-Alpes. Alors, si on peut revenir un petit peu sur l'historique, effectivement, l'expérimentation a été montée en Rhône-Alpes. L'idée a émergé en fait en 2010. Parce qu'à cette époque-là, on était, si vous voulez, sur une sollicitation assez intense, assez agressive de certains développeurs sur du foncier agricole ou des terres naturelles pour y implanter des grandes surfaces photovoltaïques. Enfin, nous, en Rhône-Alpes, il y a beaucoup de collectivités, beaucoup de communes qui ont été démarchées dans ce sens-là, et ça concernait de près les parcs naturels régionaux. Et c'est comme ça un petit peu que l'idée a émergé, c'est-à-dire que les parcs sont venus nous voir en disant est-ce qu'on ne pourrait pas commencer à imaginer une façon différente de développer l'énergie renouvelable dans nos territoires ruraux, en prenant un peu le contre-pied de ce qui se faisait alors, c'est-à-dire essayer d'imaginer des projets dans lesquels effectivement la ressource locale est exploitée localement, bénéficie localement au territoire, respecte mieux le patrimoine naturel et le patrimoine bâti, et puis associe vraiment, enfin, soit monté en construction, en co-construction avec les acteurs locaux. Donc c'est comme ça que ça a émergé, et puis donc nous on a monté un programme en tant qu'agence régionale de l'énergie et de l'environnement avec des fonds régionaux et européens pour développer un modèle. Enfin, dès le départ, on avait cette idée de monter un modèle, mais en l'asseyant sur une expérimentation pilote, donc dans 8 territoires. Et ce qui est particulier en fait dans les centrales villageoises, c'est qu'à la base, il n'y avait pas de demande citoyenne. C'est-à-dire qu'on a monté un programme avec des parcs naturels régionaux, avec des territoires volontaires. Donc quand je dis territoire, c'est des intercommunalités ou des groupements de communes, pour justement essayer de proposer localement. Des entreprises aussi, non? Alors au départ, non. Elles sont venues après. Mais au départ, c'était plutôt effectivement monté avec les collectivités.
en disant on va essayer de proposer localement des projets citoyens dans lesquels les collectivités sont impliquées pour porter les énergies renouvelables. Alors c'était effectivement très flou au départ parce qu'on ne savait pas où on allait. Et on a proposé ça à 8 territoires pilotes et puis progressivement on a avancé sur le modèle qu'on a construit en fait avec tous ces gens qui étaient impliqués. Et aujourd'hui donc on est arrivé à la construction de ce modèle qui est reproductible. Qui se décline, on va dire, juridiquement sur la constitution de sociétés locales, donc sous format coopératif ou quasi coopératif. Donc, juridiquement, soit ce sont des sociétés coopératives d'intérêt collectif, soit des sociétés par action simplifiée. Mais lorsqu'on est sur des sociétés par action simplifiée, la gouvernance, enfin les statuts ont été travaillés justement pour permettre une gouvernance coopérative ou semi-coopérative. Et donc, ça c'est pour le modèle juridique. On a monté également un modèle financier. Et ensuite, ce sont ces territoires pilotes qui se sont appropriés ce modèle, l'ont personnalisé et l'ont appliqué à la réalisation d'un premier projet photovoltaïque. Alors effectivement, on a démarré la réalisation de projets pilotes par le photovoltaïque parce que c'était une énergie qui est visible, qui est proche des habitants, qui peut être réalisée relativement rapidement. Mais l'objectif, si vous voulez, dans les statuts des sociétés locales, c'est bien de développer toutes les énergies renouvelables sur le territoire d'intervention de ces sociétés locales. Ce sont des vraies sociétés de territoire qui vraiment doivent outiller ce territoire pour développer les filières renouvelables dans le temps. Donc on n'est pas uniquement sur un projet photovoltaïque et puis on s'arrête. On a démarré effectivement par des projets photovoltaïques, donc qui sont des projets en toiture. Mais ça peut aller sur l'éolien, ça peut aller... L'objectif effectivement c'est d'élargir. La maîtrise de l'énergie est également écrite dans l'objet social. Et aujourd'hui donc parmi les territoires pilotes, on a 4 projets photovoltaïques en service. Donc pour l'instant, ce sont des groupements de toitures qui sont petits, puisque c'est vrai qu'au départ, on ne savait pas si on aurait justement cette appétence et cette adhésion des populations locales. On ne savait pas du tout si les citoyens adhéraient, surtout que ça venait un petit peu finalement d'en haut, et s'ils seraient volontaires pour être actionnaires, et puis dans quelle proportion en termes de financement. Donc on a testé ça un peu sur des groupements de toitures de l'ordre qui représentaient des projets photovoltaïques de l'ordre de 70 à 100 kW crête. Ça a relativement bien fonctionné. Aujourd'hui, on est plutôt en phase d'essaimage. Donc, on a commencé à dupliquer un peu ce modèle en région PACA. Donc, il y a déjà un projet qui est en service, notamment sur le parc naturel régional du Queyras. Et puis, on est très sollicité. Donc là, il y a 3 nouveaux projets de centrales villageoises aussi qui démarrent en Rhône-Alpes, mais parfois en dehors de parcs naturels régionaux. Et voilà, l'idée, c'est de pouvoir proposer ça à des territoires en dehors de Rhône-Alpes, en dehors des parcs et sur toute filière à énergie renouvelable. Donc le modèle est mature, en tout cas dans ses principes, vous pouvez le déployer. Qui vient en garantie de financement dans des structures comme celle-là ? Alors, directement, donc effectivement sur le financement tel que c'est ficelé, donc on a un apport en fonds propres qui provient donc des citoyens, des entreprises, puisqu'ensuite elles ont rejoint parfois aux entreprises, associations locales, l'actionnariat des sociétés. Et puis après, on a effectivement un apport en dette, donc qu'on est allé chercher auprès d'établissements bancaires, avec parfois des réponses variables, parfois faciles, parfois pas faciles. Alors là, je dois dire que c'est vraiment assez hétérogène en fonction des territoires. On a des positions très différentes en fonction des caisses locales, même au sein d'un même groupe bancaire, on n'a pas du tout les mêmes réponses. Donc parfois c'est très bien passé et parfois effectivement il y a eu beaucoup de garanties demandées. Et là effectivement on a là aussi réussi à impliquer les collectivités puisque parfois elles ont été garantes de l'emprunt. Voilà, donc ça nous tenait vraiment à cœur en fait de garder les collectivités vraiment dans l'ensemble du schéma. Puisque je vous expliquais qu'il y avait un montage qui se déclinait soit en SIC soit en SAS. Quand on a monté le modèle, effectivement, les collectivités ne pouvaient pas être actionnaires de SAS, mais c'est pas pour autant qu'on les a sortis des projets. Elles restent associées en mettant des toits à disposition, en étant garantes de l'emprunt et puis en participant tout simplement au travail de la constitution de la société. Donc vous êtes prouvé et vous nous prouvez que le modèle tient la route. Pour l'instant, oui. 8 sites, oui. 8 projets. Ils ne sont pas tous encore sortis de terre, mais effectivement, il y en a plus de la moitié qui fonctionne, qui est en service. Et l'idée, effectivement, maintenant, c'est de pouvoir développer des projets plus gros en taille ou sur d'autres filières. Alors, quelles sont les conditions de la massification de ce type de projet, du développement ? Nous, déjà,
les projets des centrales villageoises, donc vous avez compris, c'est des projets qui sont contrôlés par les citoyens et par les collectivités. On est vraiment sur une gouvernance citoyenne forte, mais elles s'inscrivent dans les objectifs des collectivités. Elles s'inscrivent dans des projets de plan climat-énergie, dans des projets de TEPOS. Donc nous, on tient à ce que justement elles répondent à ces enjeux transverses qui sont portés publiquement. Donc voilà, déjà un territoire qui a une politique forte en matière d'énergie peut permettre de démultiplier un peu cette démarche à plus grande échelle. Après, effectivement, ce qui peut faciliter la démultiplication des démarches, c'est aussi l'évolution du cadre juridique. On est en pleine transition justement avec la loi sur la transition énergétique. Nos projets comme Éolien en Pays de Vilaine, comme d'autres projets pionniers, ont beaucoup fait remonter les difficultés qu'on a rencontrées par rapport effectivement à la réglementation sur les offres publiques de titres financiers. Donc effectivement, les levées des freins juridiques vont permettre notamment de pouvoir porter des projets plus gros en termes de financement citoyen. Alors au vu des engagements sur les énergies renouvelables, à quelles conditions, Michel Leclerc, ce modèle aura de l'avenir, va se démultiplier? Alors déjà, le fait, dans la durée? Oui, le fait que les premiers exemples ont pu se monter a permis aux banques d'être un tout petit peu moins frileuses, parce que les premiers contacts qu'on a dû avoir avec les banques, c'est en Belgique, c'est pas en France, parce qu'ils ne voulaient pas financer un projet citoyen, c'est quand même trop dangereux. Donc ça, c'est en train d'évoluer. Après, les évolutions législatives, effectivement, sont importantes. D'une part, pour permettre aux collectivités de rentrer en direct dans les SAS de production locale. On voit que nous, nos communes souhaitaient participer, mais elles n'ont pas pu directement. Elles ont dû passer par un véhicule de la région qui a créé une SAS qui est arrivé dans notre projet. Donc c'était un peu complexe pour nos petites communes locales. Donc il y a ça, c'est un point positif. Deuxième point positif, mais qui a besoin d'être encadré par les décrets d'application, c'est la facilitation de communication autour des futurs investisseurs. Nous, les projets de Bégane, pour dire clairement, on est hors la loi. C'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 investisseurs dans notre premier parc, à peu près 700 dans le second. On est un petit peu au-delà des 99 pour lesquels on avait le droit au départ. Donc on a créé des structures annexes, des clubs d'investisseurs, qui sont à la fois lourds, mais qui permettent de gérer ça. On a participé à la création du fonds énergie partagée, qui permet maintenant de financer une trentaine de projets en France et qui, lui, a eu le visa de l'AMF, de l'Autorité des marchés financiers. Donc, ça a permis de créer une dynamique nationale. Maintenant, pour chaque projet, il faut quand même qu'il y ait une certaine clarté dans les décrets qui permettent effectivement à des projets, même d'envergure, parce que nous, on est des projets de 3 millions d'euros de fonds propres à chaque fois. Sur le territoire, on en est quand même à 40 millions investis. Avec les leviers bancaires, bon, ce qui est quand même significatif pour des petites communes. Donc, il faut que ça soit à la fois encadré, mais que ça permette de lever des montants significatifs pour permettre la maîtrise de ce type de projet. Et on voit, il y a plein de projets en France comme ça. On est peut-être les premiers, mais on n'est pas les seuls. Ouais. Dirk, notre loi de transition énergétique que vous avez regardée, est-ce que vous y avez trouvé des facilitateurs concrets de ces formes de production, gestion, exploitation? Je dois féliciter la France d'avoir une loi sur la transition énergétique. En Belgique, on est en train de prolonger l'exploitation des anciennes centrales nucléaires et on risque d'arriver trop tard. Ce qui est très important, c'est que le poids dans les localités, les municipalités, parce que c'est là où les projets seront réalisés. Ce qui est l'enjeu, et je pense que ici en France maintenant on commence à comprendre. Par exemple, en Flandre, pour chaque éolienne, il y a un profit garanti de 240 000 € par an, par éolienne. Ça veut dire quand des Allemands... Vous parlez du bénéfice? Bénéfice, oui. Du résultat net? Oui.
un ROI de 8%, est garanti par le système. Amortissement compris, enfin vrai, quoi. Ouais. Ça veut dire que quand des Allemands installent des éoliennes dans votre commune, ils volent votre vent. Ils volent l'argent qui vous appartient. Il ne faut pas laisser ces entreprises voler votre vent et le profit quand ils vous laissent seul avec tous vos problèmes d'énergie d'efficacité. C'est un vol organisé. Hein. Il faut prendre ça en main localement. Voleur de vent, ça va chercher combien ça? Et, oui, et en Belgique, par exemple, chaque année, on perd 2000 euros. Maintenant, avec le prix du pétrole, ça va diminuer un peu, mais on perd 2000 euros par habitant en Belgique pour acheter de l'énergie chez Poutine, chez les Cheikhs, au Saudi-Arabie. Et les maires commencent à comprendre. Il y a les exemples exemplaires en Europe où des maires ont décidé on va prendre tous les moyens des énergies renouvelables locales, même s'ils sont plus coûteux que les nôtres, mais quand même l'argent reste localement. Et ça veut dire que les structures comme les nôtres, les coopératives d'énergie renouvelable, ça devient des acteurs de l'économie locale. Et on s'enrichit. Hein. Les jeunes ne doivent plus aller à Paris pour trouver du travail. Ils peuvent rester. On parlait d'économie sociale et solidaire avec Mme Bouchard hier. Là, elle boirait du petit lait avec votre expérience. Hein. Ok, très vite. Si et après, je prends 2-3 questions dans la salle. Compléter effectivement sur les évolutions de la loi sur la transition énergétique. Il y a quand même des avancées importantes, notamment le fait que les collectivités vont pouvoir être au capital de sociétés commerciales qui produisent des énergies renouvelables. Donc ça, effectivement, ça va dans le bon sens. Et puis un assouplissement attendu pour la participation des citoyens aussi au capital des sociétés, en termes de communication. Ce qu'on disait tout à l'heure, ça, c'est des choses qui sont inscrites en dur dans la loi et dont on attend encore le décret d'application. Très bien. Alors, 2-3 questions rapidement pour garder le timing. Qui veut intervenir? Est-ce qu'il y a des énergéticiens dans la salle? J'en ai vu tout à l'heure. Bon, madame, là-bas. Faites signe, madame. Voilà, on vous apporte le micro. Merci, bonjour. Anne Gobet, je travaille à l'ADEME, Direction régionale des Pays de la Loire, qui s'enthousiasme pour ce genre de projet, notamment en soutenant le réseau Énergie citoyenne en Pays de la Loire, que Michel connaît bien. Mais là, ce n'est pas une remarque à titre professionnel, c'est une remarque, même plus une invitation individuelle. C'est que je me dis que pour mettre un peu de sens et de cohérence dans cette manifestation, si chacun de ceux qui, ici, dans cette salle, se trouvait aussi enthousiaste à l'évocation de ces projets, on pourrait peut-être se dire, on ne sort pas du centre des congrès sans s'être dit, tiens, combien je pourrais mettre de mon petit bas de laine demain ou après-demain dans un fonds énergie partagée ou autre, et de prendre cette décision-là, de se poser avant de sortir, au moment de reprendre notre vestiaire, là, et de se dire, allez, je le fais, je mets un petit peu de sous dans ces opérations. Ça serait pas mal, je pense. Vous voulez qu'on fasse un sondage, hein, oui, un sondage. Alors vous êtes passé à l'acte, vous, par exemple? Mais non, mais j'aime bien le collectif, alors je me dis que je me sentirais portée, ce serait bien. Comment j'arrive? Je le fais. Demain, je le fais. Non, aujourd'hui. Une autre intervention? Oui, je vous en prie. Monsieur, là-bas. Enfin, je vois pas. Oui, c'est un monsieur. Je confirme. Vous confirmez quoi? Donc, petite question par rapport au titre et aux sujets qui ont été évoqués. J'ai l'impression qu'on a été finalement très restrictif sur le financement, finalement l'implication des citoyens à travers leur financement des ENR. Et que peut-être que la transition énergétique, c'est une implication des citoyens dans beaucoup d'autres domaines. Oui, et notamment... mais on voulait focuser là-dessus. Hein. Oui, mais c'est que du coup, le titre n'est pas tout à fait... D'accord. On ne peut pas avoir quand même peut-être 2 mots sur les autres implications
des citoyens dans d'autres types de démarches? On a parlé de la maîtrise de l'énergie très rapidement. Très vite. Ok, ça va. Très vite. Allez-y, Michel. C'est vrai qu'on est parti, nous, sur le fait de produire de l'énergie, sauf qu'on a associé à cette production une partie des bénéfices, des revenus liés aux éoliennes, finance un poste d'animateur sur les économies d'énergie, tourné principalement en direction des sociétaires et des riverains. L'idée de base, c'était que ces éoliennes qui se voient dans le paysage deviennent pédagogiques pour faire réfléchir les gens sur leur consommation d'énergie. Et on les accompagne pour qu'ils maîtrisent leur énergie, mais les revenus qui nous permettent de faire ces actions sont pérennes parce qu'ils sont liés à nos éoliennes. Là, on est au 3e parc fourni, construit, et ces 3 parcs alimentent, là, on a un poste et demi d'un animateur en direction de ces gens. Donc pour nous, c'est indissociablement lié, et le fait de mouiller des milliers de personnes dans un projet, notre espoir, c'est de faire qu'ils seront davantage conscients des questions énergétiques et de leur propre consommation. L'école des mines de Nantes est en train de travailler avec nous pour valider un peu ce type de démarche. Très vite, dire et vous, Olivier? Partout en Europe, il y a des exemples où ça commence avec l'énergie, mais je connais des coopératives qui ont bâti maintenant des maisons sociaux, qui ont bâti pour la commune la crèche, qui ont couvert dans le stade de football, qui ont fait un toit, et avec des panneaux solaires, évidemment. Ça veut dire quand les citoyens sont, je ne sais pas le mot en français, are empowered, deviennent des acteurs locaux dans l'économie, dans la vie sociale. Voilà. Olivier? Et puis à un autre niveau, une coopérative n'est pas destinée à tout faire, mais ça collabore de plus en plus aujourd'hui entre coopératives. Et donc il y a du réseautage entre coopératives. On arrive à un stade où émergent dans différents secteurs ces coopératives, et puis au lieu de tout manutentionner, tout gérer, ça commence à collaborer, à s'échanger en fait entre coopératives. Et je crois que là aussi, ça participe de la dynamique. Des citoyens au cœur de ces dispositifs, de ces nouvelles formes de production. Et il y a de l'engagement derrière tout ça. Merci beaucoup pour vos témoignages et bonne chance pour la suite. Et quand vous voulez, les Belges. Merci.